Je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos de la nécessité de partager ses connaissances en famille ou en groupe de survie selon ce que vous avez choisi d'organiser. Il faut en effet que chacun soit efficace et que l'approche de la survie soit collaborative, car il faut une bonne dynamique collective pour survivre efficacement. Voici comment vous pouvez vous organiser pour réussir cette transmission de savoir dans votre famille. 1. Créer un plan de formation. Vous devez identifier les forces et les faiblesses de chaque membre de la famille. Il s'agit de votre premier travail analytique. Certaines personnes peuvent avoir des compétences en jardinage, d'autres en menuiserie, d'autres en couture, d'autres en secourisme. Vous allez donc vous appuyer sur ces compétences naturelles et sur les intérêts de chacun pour répartir les rôles sur votre base autonome durable. Vous allez ensuite distinguer les rôles de chacun. Vous allez nommer des rôles pour les responsabilités de chaque personne. Par exemple, vous allez nommer un responsable du potager, un responsable de la défense ou un responsable de la gestion de l'eau parmi une multitude de responsabilités possibles. Enfin, vous allez prioriser les connaissances en commençant à enseigner les bases comme les premiers secours, un minimum sur la sécurité, comment trouver de la nourriture ou de l'eau, avant de progresser vers des compétences plus spécialisées comme la construction d'abris en pleine nature ou des techniques de chasse ou de pêche comme le piégeage ou la lecture de traces animales. 2. Former par la pratique. Dans le cas des compétences spécialisées, c'est la répétition des techniques de survie qui sont une vraie approche intéressante car elles vont donner de vraies compétences qui vont devenir des réflexes et des facilités comme savoir allumer un feu ou filtrer de l'eau par exemple. Pour obtenir ce résultat, vous allez organiser des exercices de survie où chaque membre de la famille va devoir pratiquer ce qu'il a appris. Ces simulations peuvent inclure des exercices d'évacuation, la construction d'un abri ou la préparation d'un repas en conditions de survie. Évidemment, ces projets sont collectifs. Vous impliquerez toute votre famille dans des activités valorisant votre base autonome comme la conception d'un jardin de survie, la création d'une collecte d'eau de pluie ou la construction d'un poulailler. À vous d'adapter ces idées de projet à votre propriété, l'important étant d'avoir une dynamique de groupe et une bonne stimulation collective. 3. Utilisez des moyens pédagogiques variés. Pour ne pas vous éparpiller, définissez des thèmes spécifiques à chaque session de formation. Ce peut être des ateliers autour de l'orientation en forêt, la gestion des ressources alimentaires, les premiers secours, etc. Pour les enfants, vous pouvez inventer des jeux lors de vos ateliers. Les enfants sont sensibles à l'aspect ludique des enseignements. Par exemple, une chasse au trésor peut avoir beaucoup de succès pour trouver de l'eau ou se repérer en pleine nature. À vous d'être ingénieux pour intéresser les enfants qui ont un temps de concentration limité. Enfin, ça semble assez évident, partagez à votre famille des livres et des manuels sur la survie, ainsi que d'autres supports de documentation comme des vidéos et des tutos survivalistes. Et pour aller plus loin, vous pourriez créer un guide familial personnalisé pour la survie sur votre propriété, ce qui permet d'adapter chez vous ce que vous avez appris. 4. Renforcer la cohésion et la communication. Votre survie en famille est un travail d'équipe et nécessite une bonne coordination. Comme je l'ai dit dans le point 2, il faut pratiquer tous ensemble afin de collaborer sur les mêmes projets, mais pour renforcer la cohésion familiale, faites des débriefings après chaque exercice de survie. Vous devez faire un point sur ce qui a fonctionné et ce qui doit être revu et amélioré. Lors des débriefings, interrogez chacun d'entre vous et encouragez la communication ouverte pour que tout le monde se sente à l'aise et valorisé. Demandez des solutions à vos proches et incitez-les à poser des questions. 5. Encouragez l'autonomie. Vous devez être attentif à chacun et vous assurer que chaque membre de la famille est capable de remplir ses tâches survivalistes de manière autonome sans que vous soyez obligé de superviser constamment. C'est un point important dans votre enseignement car chacun doit pouvoir être compétent et aider les autres en cas de besoin. L'efficacité de vos ateliers thématiques se verra à ce niveau. Quand plus personne n'aura besoin de se tourner vers vous pour agir, votre survie en base autonome sera optimale. Comme je l'ai dit dans le point 4, vous devez impliquer tout le monde dans les questionnements et la communication. Je vais aller plus loin, car même si vous êtes le ou la chef sur votre base, vous devez aussi laisser la parole aux autres dans les décisions importantes concernant par exemple la gestion des ressources ou la sécurité. Votre famille n'est pas une armée de robots spécialisés. Vous devez renforcer le sens des responsabilités de chacun et aider le processus de réflexion pour bien vivre ensemble et ne pas faire face à des rébellions. 6. Formation continue et technologie. Le survivalisme est un domaine en constante évolution et de nouvelles techniques parfois très inventives et très intelligentes voient le jour. N'hésitez pas à vous adapter, à continuer à vous former, découvrir de nouvelles techniques à intégrer dans votre routine. La formation continue peut se faire aussi dans la formation aux premiers secours pour éviter la panique et assurer une réaction rapide et appropriée de toute la famille. Certaines compétences demandent une mise à niveau constante ou régulière. Restez à l'écoute de ce qui se fait dans chaque domaine et des dernières arrivées sur le marché. 7.
préparation mentale et physique. Cela va de soi. Vous allez encourager chaque membre de votre famille à rester en forme avec des exercices réguliers. Une bonne condition physique aide à mieux faire face aux exigences de la vie dans une survie post-effondrement. Personne n'est égal en matière de santé, mais manger sainement et éviter le surpoids et les addictions aide déjà à survivre dans la durée. De la même façon, et j'ai fait déjà plusieurs vidéos là-dessus, il vous faut une préparation psychologique pour apprendre à gérer le stress, la peur et l'inconnu. Vous pouvez organiser des discussions en famille autour d'activités comme la méditation et d'autres techniques de la gestion du stress, mais aussi organiser des discussions sur la résilience mentale entre vous. Honnêtement, même si une partie de survivants post-effondrement se trouveront parmi les mieux préparés, les plus résistants dans la durée seront les résilients et ceux qui auront développé une bonne force mentale. Vous avez désormais une bonne base pour que chaque membre de votre famille devienne un atout précieux dans un scénario catastrophe.